à tous. Vous voyez, on est en forme ce matin, c'est un peu girl power. Que des filles sur le plateau, dites donc. Bon, allez, bienvenue à vous dans votre émission. Ensemble, c'est mieux. On est sur France 3 Bretagne. Et on est pas mal en ce mardi matin. On est encore mieux quand Aurélie est là. Aurélie Vérité, vous nous parlez de quoi ce matin ? Ce matin, c'est une mise en ambiance d'un salon avec quelques idées déco pour vos chats. Ah, il y a des fans ici, je le sais. Et sans doute vous aussi derrière votre écran. Clarisse Lavanant nous fait également le plaisir d'être parmi nous ce matin. Clarisse, vous avez une actualité ? Oui, la naissance, entre guillemets, d'un 11e et nouvel album. Déjà 11 albums, eh ben dites donc, avec un bon rythme de sortie, hein. Un par an quasiment. Oui, en ce moment c'est ça. Bon, allez, on le présentera dans quelques instants, merci. Nous évoquerons également ce matin la mise sous tutelle avec des mesures de protection des majeurs vulnérables. Et puis, ce sera également l'occasion de faire le point sur l'utilisation des antibiotiques dans notre région. On vous présentera aussi la plateforme Sortir Autour qui synthétise les loisirs à proximité de chez vous. Et puis enfin, bien entendu, on retrouvera Billy à la SPA de Rennes avec un petit chat ce matin, évidemment, à adopter. Voilà, bienvenue à vous tous. Je vous le disais, on va parler de la mise sous tutelle ce matin. Bien, on va commencer tout de suite par une petite introduction en images. Tante Léonide est complètement à l'ouest avec ses papiers et l'argent. T'as raison, c'est inquiétant. Faut faire quelque chose. Mamie n'a plus toute sa tête ou un membre de votre entourage suite à un handicap, une maladie ou un accident n'est plus en état de veiller sur ses intérêts du fait de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. La mise sous tutelle est peut-être la solution. On comptait en France en 2015 715 000 majeurs placés sous protection judiciaire, dont 383 000 sous tutelle et 332 000 sous curatelle. Il faut savoir que la mise sous tutelle est la mesure de protection la plus forte. L'âge moyen d'une personne sous tutelle est de 64 ans. C'est 55 ans pour la curatelle. La mise sous tutelle consiste à nommer une personne appelée tuteur, chargée d'agir au nom, pour le compte et dans l'intérêt de la personne placée sous tutelle, qui perd dès lors sa capacité juridique. Le juge des tutelles définit les actes que la personne protégée peut accomplir seule et ceux qui nécessitent l'intervention du tuteur. Il définit aussi la durée, 5 ans maximum, renouvelable pendant 20 ans. Toute personne proche ou l'intéressé lui-même peut demander au tribunal d'instance une mise sous tutelle. Mais il faudra en passer avant par une expertise médicale. Comme ça, le butin de Mamie Zinzin restera entre de bonnes mains. Bon, Mamie Zinzin, on évitera peut-être, hein. Allez, Karine Lefebvre, on va aller avec vous un petit peu plus loin sur ce sujet. Vous êtes juriste, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes spécialisée dans le droit des personnes vulnérables, professeur également à l'EHESP, hein, qui est l'école des hautes études en santé publique à Rennes. Et puis vous êtes également vice-présidente du comité consultatif national d'éthique. Ça, c'était pour le CV. C'était un peu long, mais il fallait le dire. Derrière tout ce qui concerne les mesures de protection des majeurs vulnérables, ce sont en fait tous les enjeux de l'inclusion qui sont mis au jour quelque part. Tout à fait. Alors d'ailleurs, le titre de votre émission est assez symbolique et tombe très bien, hein. C'est Ensemble, c'est mieux. C'est l'objectif d'une société inclusive et le défi, là, c'est de laisser sa place à l'ensemble de ces personnes, y compris les citoyens les plus vulnérables. Donc je trouve que le titre est très approprié. Alors, il y a des choses qui vont bouger en 2020. C'est carrément un changement de philosophie, et vous allez nous l'expliquer, en matière de protection des personnes vulnérables. J'ai envie de dire que depuis 68, puis la grande réforme de 2007, qui commence déjà à dater, on voit que la révolution dans ce champ continue d'avancer. Et effectivement, on va dire que la révolution qui est en marche, la révolution capacitaire qui est en marche, c'est de mettre vraiment en premier l'expression de la personne encore plus qu'avant. On a beaucoup parlé du droit de vote des personnes en situation de handicap suite à la réforme de la justice en mars 2019. Je pense que c'est assez symbolique. C'est beaucoup plus large que ça, les enjeux concernés, mais on voit bien qu'il faut se détacher de la représentation d'une personne sous tutelle qui est dépossédée complètement de ses droits. Je me rappelle de la manchette d'un journal qui disait Madame B à l'époque de Madame Bettencourt, sous tutelle, sous silence. On est à milieu de ça aujourd'hui. Voilà. Donc ce qui veut dire par exemple qu'avec ces changements à venir, les personnes sous tutelle vont par exemple pouvoir voter au municipal.
Tout à fait, Sans problème. tout à fait, c'est exactement ça. Mais c'est beaucoup plus large Et que c'est ça. même encore plus large. Et en fait, vraiment en 2 mots, la loi française est en train d'avancer sous l'impulsion de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui met en avant les préférences, les désirs de ces personnes, y compris les plus vulnérables. Mais peut-être juste un mot, le titre de la chronique, là, c'est sur la mise sous tutelle, mais les dispositifs de protection juridique sont beaucoup plus larges que la tutelle, puisqu'il y a la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, l'habilitation familiale judiciaire, le mandat de protection future. Enfin, vous voyez, il y a tout un éventail et une panoplie pour coller au plus près des besoins de protection de la personne. Alors justement, on va peut-être s'attarder un petit peu sur l'habilitation familiale judiciaire, Oui. parce que c'est très concret pour les familles, justement, qu'on implique beaucoup plus, justement. Ça, c'est assez nouveau. Ah, le maître mot, c'est la confiance. C'est-à-dire que le législateur se dit il faut davantage faire confiance aux familles, jouer sur les solidarités. Vous savez, c'est pas pour rien en fait que l'intitulé du ministère de la Santé, c'est le ministère des Solidarités et de la Santé. Donc, on inclut les familles. Et là, tout autour de la table, je pense que là encore, ensemble, c'est tout. On est tous concernés, ou on va l'être peut-être par un proche ou soi-même, qui un jour sera touché par une altération de ses facultés psychiques. Donc, l'objectif, c'est effectivement de faire confiance dans les familles pour qu'elles exercent elles-mêmes les mesures de protection, mais ça ne peut pas se faire sans un soutien. Et puis il y a des situations où, dans la présentation, il y avait la référence au tuteur. Aujourd'hui, on parle d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui est une profession à part entière, qui permet en fait d'exercer l'ensemble des mesures de protection. Donc ça veut dire qu'en fait, on va faire appel au juge au début, par exemple, de l'habilitation familiale judiciaire. Oui. C'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Mais Alors, après, on n'a plus de compte à rendre, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il y a une plus grande liberté. oui, c'est la grande différence avec la tutelle et la curatelle, où tous les ans, il faut rendre des comptes. Qu'on soit tuteur ou curateur familial ou qu'on soit mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'habilitation familiale judiciaire permet d'assurer la protection de ses proches de façon beaucoup plus souple. Simplement, le cadre est posé au départ par le juge. Ce n'est pas rien de franchir le seuil du tribunal. Et d'ailleurs, le juge des tutelles va changer de nom début 2020. Tout à l'heure, vous parliez de grande transformation. Il va s'appeler le juge des contentieux de la protection. Donc, il y a une réforme, effectivement, des tribunaux. Il n'y aura plus de tribunal d'instance. Il y aura ce qu'on appelle un tribunal judiciaire qui va regrouper le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance. Donc, il y a des réformes importantes dans la répartition des pouvoirs conférés aux juges et dans ce rapport, justement, c'est-à-dire dans ce rapport au juge et à la protection. Voilà, pour résumer, le rôle du juge est restreint. Déjudiciarisation, c'est ça? Ce n'est pas facile à dire. En tout cas, un rôle du juge plus resserré et limité au contentieux. Voilà, on fait le pari de la confiance, mais attention, moi j'attire vraiment pas de confiance sans vigilance. Vigilance finalement de l'ensemble des proches, vigilance aussi de l'ensemble des acteurs de santé, et je me tourne vers le médecin, mais aussi les infirmières, les professionnels du champ sanitaire et social et médico-social, qui à partir du moment où le rôle du juge va être plus restreint, vont devoir être beaucoup plus attentifs et alertés lorsqu'ils vont voir qu'une personne est en difficulté, parce qu'il y a heureusement beaucoup de personnes qui portent soin et attention aux personnes vulnérables, mais il y a un principe de réalité. Et il y a aussi des abus. Il y a aussi des abus et des abus de faiblesse, tout à fait. Donc restez vigilants. Vous avez sorti un livre, d'ailleurs, pour aller plus loin sur ce sujet et justement essayer d'en savoir plus et de comprendre un peu mieux ce nouveau contexte. Oui. Alors, c'est le 5e ouvrage, donc moi, j'ai pas 11 albums. 5e ouvrage quand même. Voilà, qui est copiloté avec Sylvie Moidon-Châtaignier, qui est maître de conférence à la faculté de droit de Rennes. On travaille en lien étroit. L'intérêt de ces ouvrages qui paraissent aux presses de l'EHESP, c'est de croiser l'ensemble des regards, l'ensemble des acteurs, à commencer par les usagers eux-mêmes. Et vraiment, je vous assure, on est tous concernés par ces questions-là. Voilà, tous ensemble. Ensemble, c'est mieux. Ça se confirme. Voilà. Vous connaissiez les unes et les autres toutes ces mesures de protection c'est assez complexe quand on n'y a pas été confronté, en fait. C'est vrai que c'est pas Moi, forcément... je connais par l'intermédiaire de l'agence immobilière, effectivement, quand on vend une maison d'une personne qui est sous tutelle, en fait, il y a toute une démarche auprès du juge des tutelles pour avoir l'accord de la vente, etc. Merci beaucoup. Merci. On va justement, on parlait de démocratie en santé. Eh bien, on va aller plus loin avec vous sur ce sujet de la santé. Avec vous, docteur Balderou, vous êtes médecin au service des maladies infectieuses du CHU de Rennes.
Et on va s'attacher aux antibiotiques aujourd'hui, parce qu'en fait, l'antibiothérapie, eh bien, ça a besoin d'une dimension de conseil finalement autour. Vous êtes là pour ça, vraiment. Oui. Parce que vous faites partie du dispositif ABRI. Qu'est-ce que c'est exactement ce dispositif ? Alors, le dispositif ABRI, c'est un dispositif qui permet de donner du conseil en antibiothérapie à l'ensemble des médecins qui sont sur le territoire breton. On s'appuie évidemment sur les infectiologues qui sont dans les différents hôpitaux bretons et on a la chance en Bretagne d'avoir beaucoup d'infectiologues dans les différents centres hospitaliers. Mais quand un prescripteur dans le monde libéral ou dans un secteur hospitalier ne peut pas avoir accès à son infectiologue parce qu'il est occupé à ce moment-là, on a une ligne téléphonique qui dispense du conseil en antibiothérapie et qui est menée par les infectiologues des 2 CHU mais aussi les infectiologues de Saint-Malo. On en est où dans la consommation d'antibiotiques en Bretagne ? Est-ce qu'on est bons élèves ? Est-ce qu'on les utilise à bon escient ? Oui, alors en Bretagne, on est plutôt bien lotis, c'est-à-dire qu'on consomme un peu moins d'antibiotiques que d'autres régions et que la moyenne au niveau national, et on a un peu moins de résistance. Donc ça, c'est vraiment à souligner. On a la chance en Bretagne d'avoir une agence régionale de la santé qui est très investie sur le sujet, et donc j'en profite pour la remercier de ce soutien. Elle coordonne en fait actuellement en France au niveau national la lutte contre l'antibiorésistance est pilotée par les agences régionales de santé. Et donc l'agence régionale en Bretagne va nous réunir les acteurs en fait de lutte contre l'antibiorésistance pour organiser les différents projets, les différentes actions dans ce domaine-là. Alors expliquez-nous un petit peu les enjeux de l'antibiorésistance. Quel est le problème en fait ? Donc le problème de la résistance actuellement, c'est que une bactérie la résistance, c'est la capacité de la bactérie à échapper à l'antibiotique, à l'action de l'antibiotique. Ça, c'était prédit dès la découverte des antibiotiques. En 1928, il y a un chercheur, Alexander Fleming, qui a découvert la pénicilline et très rapidement, il a expliqué qu'il y aurait de la résistance à cet antibiotique-là. Les bactéries existent depuis des milliards d'années, donc elles réussissent à s'adapter très rapidement. Et pendant longtemps, en fait, l'émergence de résistance n'a pas été aussi rapide. Et puis, on avait des nouvelles classes d'antibiotiques qui arrivaient sur le marché, qui nous permettaient de toujours pouvoir soigner. Actuellement, on se retrouve dans un système qui est un peu clos, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nouveaux antibiotiques, en tout cas pas d'antibiotiques très révolutionnaires qui arrivent sur le marché. Mais par contre, on a l'impact de cette augmentation des résistances qui a évolué depuis des dizaines d'années. Et on se retrouve en maladies infectieuses ou dans d'autres secteurs de médecine à l'hôpital à prendre en charge des patients qui avant pouvaient être facilement traités en ambulatoire par des antibiotiques par voie orale, notamment dans les infections urinaires, et qu'on se voit qu'on doit hospitaliser pour donner des traitements injectables. Donc on est vraiment dans cette problématique-là. Les prédictions, et ce qui est préoccupant, c'est que l'OMS parle d'arriver à une ère qui serait une ère post-antibiotique, c'est-à-dire de revenir à un moment où on n'avait pas encore les antibiotiques. C'est-à-dire qu'avant les années 50, ce qui a été révolutionnaire pour diminuer la mortalité en France, mais aussi au niveau mondial, a été la découverte des antibiotiques, de la vaccination, et puis l'hygiène, l'arrivée de l'hygiène. Ça a transformé la mortalité. Et à partir des années 60, les premières causes de mortalité vont être les accidents de la voie publique, les maladies cardiovasculaires, les infections, et puis les maladies infectieuses sont en fait loin derrière. Et là, on est presque en train de faire un retour en arrière, c'est ce que vous dites. Oui, c'est assez grave. Alors, malgré tout, il y a quand même eu des campagnes dont on se souvient tous au sujet des antibiotiques. Vous avez tous retenu le slogan, c'était quoi ? Les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà, vous voyez, ça marche encore. Ça a été repris par la protection juridique. La protection juridique n'est pas automatique. Ah ben voilà, vous voyez, ça en a inspiré d'autres. Ouais. Ça a eu un effet positif, cette campagne ? Oui, ça a eu un effet majeur, un impact très important. Il y a eu une baisse jusqu'à 20-25% de diminution des consommations à ce moment-là. Donc les campagnes peuvent avoir un vrai impact. Oui. Okay. Alors, quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Quand est-ce qu'on utilise les antibiotiques et quand est-ce qu'il ne faut pas les utiliser ? Oui, il y a un message clé. L'idée va être d'utiliser les antibiotiques à bon escient. L'idée n'est pas du tout de s'en séparer, de ne pas les utiliser. C'est indispensable pour traiter des infections bactériennes. Mais par contre, il faudrait en avoir un usage plus écologique. C'est de ne pas en prendre quand c'est inutile. Un antibiotique n'a aucune efficacité contre un virus. Or, donc, la grippe est une maladie virale. Les bronchites sont d'origine virale. Les angines sont à 90% d'origine virale. Et les sinusites sont clairement très majoritairement, à part quelques exceptions près, d'origine virale. Dans ces cas-là, si on prend un antibiotique,
déjà, on ne sert pas à tuer le virus, mais en plus, on va avoir un impact sur notre propre flore bactérienne, puisque nous sommes des individus hybrides, c'est-à-dire qu'on est composé au moins autant de bactéries que de cellules, et donc l'antibiotique va avoir un impact sur notre flore, va pouvoir faire émerger un petit peu de résistance et avoir un impact du coup environnemental. Donc ça, c'est un message clé avec le message qui est celui d'un terme qui est One World, One Health. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est diffusé au niveau mondial, c'est-à-dire un monde, une seule santé. Et c'est de partir du constat que les bactéries cohabitent avec l'homme. Ça forme notre microbiote. Ça, c'est indispensable à notre fonctionnement, donc en santé humaine. Et puis, elles existent aussi chez l'animal. Il y a un microbiote animal qui est différent d'un animal à un autre. Donc ça, c'est très important. Et puis, les bactéries existent sur les surfaces, dans l'environnement, dans le monde environnemental. Et donc, la lutte contre l'antibiorésistance doit s'attaquer un petit peu au champ, doit s'intéresser à la santé humaine, mais aussi à la santé animale et la santé environnementale. Donc, tout le monde est concerné. Là encore, vous voyez, un petit peu comme la mise sous tutelle, les usagers, comme les médecins, comme les vétérinaires, comme les pharmaciens. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, docteur Balderou, de nous avoir éclairé sur le sujet des antibiotiques. On va maintenant prendre un petit bol d'air, si vous voulez bien. En février dernier, le musicien breton Yann Tiersen et sa femme Émilie ont fêté l'ouverture de l'Escale, l'ancienne boîte de nuit ouessantine qu'ils ont rénovée pour la transformer en un studio et une salle de concert. Bleuhen Le Borgne et Louise Cognard avaient partagé à l'époque ce moment avec eux. On les retrouve. Les Ouessantins étaient les premiers à découvrir les morceaux de Hall, nouvel album de Yann Tiersen. La salle de l'Escale est la première étape d'une tournée mondiale et c'est une évidence. L'album a été enregistré dans la même salle, parce que comme la reverb est assez belle de la scène, j'ai enregistré vachement d'instruments sur scène. Donc c'est drôle parce que je vais les rejouer exactement au même endroit. Cet endroit est bien connu des habitants de l'île. Salle des fêtes et des mariages dans les années 50, puis boîte de nuit jusqu'à son abandon au début des années 2000. Ces murs sont chargés de bons souvenirs. Dans mon jeune âge, oui, en effet, oui. On venait le samedi soir, souvent, du temps où c'était une discothèque, oui. C'est assez extraordinaire de faire revivre ce lieu, lui redonner une vie, c'est quelque chose de superbe pour les Ouessantins. Toute notre génération, on était ici, mais on s'amusait tous, mais on était trop petits pour s'en souvenir. Et justement, de vivre ça maintenant, on prend le relais. Voilà. C'est la nouvelle génération qui suit, maintenant on est là pour suivre. Hier, la salle était bondée. Des Ouessantins, en grande majorité, et c'est bien normal. Pas facile pour les continentaux de faire le déplacement. On est en plein hiver, c'est un mercredi-jeudi, donc on ne peut pas trouver pire. Mais c'est bien parce que c'est un beau symbole c'est un chouette symbole de ce qu'est l'Escale. C'est que c'est d'abord c'est à Ouessant, donc forcément comme n'importe quelle salle en fait. La salle elle s'adresse aux gens qui habitent dans l'endroit. L'île d'Ouessant a encore de belles nuits devant elle. Île sublime Ouessant justement, qui est présente sur votre 11e album, Clarisse Lavanant, celui qui vient de sortir. Vous avez un lieu fétiche, vous, en Bretagne, dites-nous. Il y en a lieu beaucoup. de cœur. Après, le lieu de cœur, c'est vrai que c'est l'endroit d'où l'on vient, où l'on a un peu notre berceau familial et puis tous les souvenirs. Alors moi, je dirais Morlaix, la baie de Morlaix, qui est une des plus belles du monde. Ah, mais c'est pas moi qui vais dire le contraire, c'est pas faux. Alors, votre album s'appelle De Kérouz à Ouessant, un album autour des belles chansons de Bretagne qui vous ont inspiré. Ça n'a pas dû être simple de faire un choix quand même. Non, parce que c'est vrai que c'est un voyage en Bretagne, dans toute la Bretagne, qui a beaucoup de chansons. On a un patrimoine de chansons en Bretagne qui ne sont pas forcément traditionnelles et qui ne sont pas non plus toutes écrites en breton, il y en a beaucoup en français, mais qui font vraiment partie de notre patrimoine de chansons, des belles chansons intemporelles qui s'adressent à tout le monde, pas qu'aux Bretons bien sûr. Et j'avais envie de mettre en avant, de reprendre, j'aime pas le terme reprise, mais de reprendre ces chansons. Je pense qu'ils font plaisir à ceux qui les connaissent, certains les découvrent aussi. Donc voilà, c'était en tant qu'interprète aussi, c'était un grand bonheur. Vous en avez retenu 16, donc 16 titres. Un album qui s'ouvre sur un morceau lumineux,
La ville que j'ai tant aimée. Ça faisait une jolie préface. Et pourquoi commencer par celle-ci? C'est pas un hasard. Non, c'est vrai que c'est un petit peu je trouvais que ça résumait, enfin on commençait vraiment le voyage par cette chanson-là, et que c'est une chanson écrite, adaptée par Trian. Et Trian, moi, ce sont des gens avec qui j'ai presque commencé au siècle dernier, en 1998. C'était en Auvergne. Après, j'ai fait la tournée des Zéniths avec eux quelques années après. Ensuite, on a chanté ensemble sur des albums, au Festival Interceltique aussi. Donc, c'est des gens qui ont compté. Et c'est un album de cœur parce que ce sont à la fois des belles chansons, des chansons que j'aime, mais écrites par des gens aussi auxquels je suis attachée. Bien sûr. Et puis la boucle est bouclée parce que l'album se termine sur J'avais 5 enfants, un titre qui vous tient énormément à cœur, que vous avez composé. C'est sur la Bretagne à 5 départements. C'est ça, donc c'est vrai que la première chanson parle de la ville d'Orvaux. On termine avec Nantes et l'Albre Atlantique, donc on a bouclé la boucle, le voyage. Le voyage, dans une Bretagne donc unifiée. Clarisse, on va vous retrouver tout de suite en concert justement, où vous interprétez ce premier titre de l'album, La ville que j'ai tant aimée. Elle est née d'une ferme tout en haut d'un rocher, cette ville que j'ai tant et tant aimée. Dû la voir à l'hiver, de l'église à l'été, les siècles s'enchaînaient aux années. Ils avaient pour moisson les vacances l'été, et les femmes saignaient sur le lin des rouets, et la pluie tombait blanche sur les toits ardoisés de la ville que j'ai tant aimée. Beaucoup d'émotions, non? C'est la première fois que vous la chantiez? Oui, c'était pour un concert qui s'appelait Les Voix de Bretagne avec Gilles Servat. Et nous étions à Orvaux, donc j'avais pas encore enregistré l'album. Mais je me suis dit, je ne peux pas ne pas chanter cette chanson. Qui est à la base une ballade irlandaise. Une chanson irlandaise, effectivement. Donc réécrite par Trian pour le texte. Ouais. Vous avez dans cet album 3 chansons personnelles, 2 en français, 1 en breton. Comment vous avez choisi dans votre répertoire? C'était pas simple non plus. Non, j'ai choisi des chansons qui pouvaient s'intégrer, puisque c'est un album dédié à la Bretagne. Et donc 2 chansons en français, une aussi où je parle de Jean-Michel Caradec. Donc c'était une façon de l'inclure dans ce projet. Et puis une en breton, qui est la première chanson que j'ai écrite en breton, puisque depuis quelques années maintenant, je vis avec cette langue. J'ai retrouvé ma langue quelque part. Et cette chanson, c'est Canariès. Canariès, pardon, ma prononciation n'est pas encore au top. Mais bon. 62 minutes de traversée où on se balade un peu entre la terre et la mer, en fait. Et ça, pour vous, c'était important de faire cette synthèse, justement, de Kérouz à Ouessant. C'est pas un hasard. Oui, même s'il y a beaucoup de chansons maritimes, le fait d'avoir mis Kérouz, qui est plutôt le centre-Bretagne, donc la terre, l'Argoate, chanson de Claude Besson, et puis Les Roses d'Ouessant, une chanson de mer, bien sûr. J'avais envie de... La terre et la mer, c'est quand même la Bretagne, c'est aussi important. Il y a des petites pépites, des petites découvertes. Il y a des chansons qu'on connaît moins, enfin en tout cas peut-être que le grand public connaît moins. Une chanson par exemple de Manic, Je connais des bateaux, qui est une petite merveille également. Des textes splendides, quoi. Une très belle chanson, une chanson universelle même, une chanson qui parle des bateaux, mais qui parle aussi des gens en même temps, qui fait ce parallèle entre même les gens, les couples en fait. Parfois je connais des bateaux, soit qui restent toujours ensemble, soit qui s'en vont mais pour mieux revenir. Et c'est vrai que c'est une chanson magnifique. Les mélodies aussi sont très belles. Alors vous rendez également un hommage à Louis Capard. Vous avez repris Marie-Jeanne Gabriel, qui est un petit bijou. Tube, entre guillemets, chanson populaire de Bretagne, au bon sens du terme. Ouais, magnifique. Et puis Le Guivi de la mer, bien entendu, l'incontournable de François Budet. Ouais, c'était une belle rencontre aussi avec François Budet, avec un concert aussi que j'avais partagé avec Louis Capard. Donc c'est vrai que ces chansons, des petits bijoux de poésie intemporelle. Ces personnes-là vous accompagnent, que ce soit entre guillemets virtuellement ou dans des rencontres régulières, mais est-ce qu'ils vous inspirent justement tous ces gens qui ont porté la Bretagne dans leur cœur? Bien sûr, autant vous d'ailleurs. Ils m'ont nourri, c'est vrai. Ouais. Comme il y avait eu Glenmore avant, à qui j'avais aussi dédié une trilogie, Glenmore avait un petit peu inspiré toute cette génération de chanteurs qui ont suivi.
Et puis, moi, j'ai été aussi inspirée par ces gens-là qui m'ont donné envie d'écrire, qui m'ont peut-être rattachée aussi à un pays, qui est la Bretagne. Et pour aller aussi plus loin, c'est pas du tout un enfermement. Au contraire, c'est une source, comme je dis, inépuisable d'inspiration. Et de savoir d'où l'on vient vous donne des ailes, en fait. L'ancrage, l'ancrage breton tellement important. Merci beaucoup Clarisse Lavanon d'être venue nous présenter ce très très bel album de Kérouz à Ouessant, un album de cœur, un disque de cœur, il n'y a pas de doute. Merci. Merci infiniment. Peut-être que dans les loisirs culturels, justement, qu'on peut trouver pas très loin de chez soi, eh bien, on va pouvoir faire appel à la plateforme Sortir Autour. C'est celle que vous avez créée, Fanny Legrain, bienvenue. Vous en êtes la gérante, vous en êtes donc la créatrice. Quel a été le déclencheur de la création d'une telle plateforme ? Alors, à la base, en fait, le souci, c'était plus un souci personnel de récupérer des informations un peu à droite à gauche, à l'office de tourisme ou dans les boulangeries, un flyer, un programme, etc. Les fameux flyers qu'on collecte, on en a 10, 15. Voilà, après, on ne sait plus. Oh, mais cette date est passée, on arrive quelque part, c'était la semaine dernière ou c'est le week-end prochain. En fait, le but de cette plateforme, c'était du coup de savoir à quel endroit on va et ce qui va se passer autour. Voilà, alors du coup, vous l'avez créé, c'était en 2015. C'est ça. Votre développeur a bien travaillé, 2 ans de travail pour arriver à réunir un petit peu justement toutes les informations émanant des structures culturelles, mais aussi sportives, touristiques. C'est un boulot de titan. Voilà, c'est un travail de titan, en effet. Donc, on a effectivement ce développeur de l'agence web Impulsion qui a créé ce site. Ensuite, on a embauché des personnes pour recenser toutes les activités culturelles, sportives et touristiques en France, puisque c'est une plateforme nationale. Et ensuite, on a ouvert les informations au public en 2018. On a ouvert le site pour que le site puisse être connu du public. Et depuis 2019, on travaille sur le référencement naturel, en fait. Et on recrute du coup des personnes pour aller rencontrer tous ces acteurs du tourisme pour qu'ils soient présents sur notre plateforme. Oui, forcément, du coup, ça permettra d'enrichir encore les propositions. Vous avez combien de propositions là, à l'heure actuelle sur le site ? Donc à l'heure actuelle, on a déjà plus de 130 000 annonces. Donc 130 000 professionnels qui sont recensés sur notre site. Les professionnels peuvent s'inscrire gratuitement sur le site avec une photo et du texte de leur établissement. Les artistes, donc Clarisse, vous pouvez aller vous inscrire sur le site dès que vous faites un concert. En fait. Et puis donc il y a des professionnels qui s'inscrivent volontairement en ayant connaissance de ce site. Beaucoup d'associations en ce moment viennent parler de leur fête de village ou autre chose. Ça recense vraiment tout ce qui peut exister en France comme activité. Ça va d'une sortie équestre, un saut en parachute, un concert, un atelier de cuisine. Un atelier de cuisine. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pour toute la famille. Parce que c'est vrai que souvent, on a ce problème-là. Voilà, imaginons, on est 4, on a des petits, etc. Comment pouvoir concilier les centres d'intérêt de tous sur un même lieu ou pas trop loin. Enfin voilà, c'est un peu un défi. Hein. Donc l'utilisateur, lui, va sur le site, il nomme la commune où il va aller, il choisit 5, 20, 50 km autour de cette commune et il va ensuite sélectionner dans les catégories. Donc toutes les catégories toutes les activités sont recensées. Ce qui l'intéresse lui en particulier, est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est de la culture, est-ce qu'il recherche un restaurant, un hébergement. Et puis ça donne des idées aussi à ceux qui ne savent pas quoi faire, de se dire je vais à tel endroit, tiens, qu'est-ce qu'il va s'y passer. On peut renseigner un critère d'âge ? Et alors, on a une rubrique enfant, en fait. Donc, c'est soit une activité seule, en couple, en famille, ou orientée vers les enfants. Donc, ça peut être très ciblé et en tout cas, ça peut contenter tout le monde également. Voilà. Pas de souci. Est-ce que vous êtes présente sur les smartphones, sur les tablettes ? Alors, justement, on vient de sortir l'application smartphone. Donc, elle est sortie pour tous les Android et elle sortira seulement dans 2 mois sur les iPhones parce que c'est beaucoup plus long, la procédure est beaucoup plus longue pour arriver à sortir sur Apple. Voilà. Qu'est-ce qui ressort des premières expériences des utilisateurs ? C'est quoi ? Alors, ce qui ressort, c'est que c'est une plateforme très simple. En fait,
quand on recherche une activité, souvent on va aller sur Booking pour un hôtel par exemple, sur La Fourchette pour un restaurant, sur un site régional ou d'office de tourisme pour une activité, et puis on va se perdre en fait dans plein de sites différents et on va y passer des heures et puis finalement on ne sait plus ce qu'on cherchait au départ. Donc, on a tous vécu. Là vous synthétisez tout. Voilà, et on synthétise du temps, toute la France, toutes les activités, et on n'est pas pollué par des publicités parce qu'on a fait le choix de ne pas mettre de banderoles publicitaires, donc on n'est pas pollué par ça, et c'est très rapide. Ça fonctionne un peu comme le Bon Coin, c'est le Bon Coin des sorties en fait. C'est le Bon Coin des sorties, voilà. Ben voilà. Vous avez déjà eu envie d'utiliser ce type de service? Non, mais j'ai envie de réagir sur la simplicité et notamment par rapport au thème des personnes vulnérables. L'enjeu d'accessibilité est majeur. Donc pour des personnes qui sont isolées à domicile, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, je pense que ça peut être... Il faudrait sans doute que vous creusiez ce sillon-là parce que c'est vraiment très important. Et voilà, on parle beaucoup de société inclusive. Je pense que ce type d'application peut être intéressant. Mais j'irai voir pour moi-même. Très bien, merci. Parfait, vous voyez encore une piste à explorer. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous, Fanny. Merci. Est-ce que les marchés de Noël sont référencés? Alors oui, pas mal de marchés sont référencés, les marchés locaux, les produits locaux, etc. Et là, on a eu pas mal de déposes d'annonces pour les marchés de Noël. Bon, bah parfait, parce que là, on va s'intéresser au sapin. On va retrouver notre expert en environnement, Jonathan, qui va nous aider, et il est encore temps, tout le monde ne l'a pas encore fait, à choisir un sapin de Noël naturel et écologique. Bonjour, c'est Alexandre. Bonjour, c'est Chloé. Bonjour, c'est Evelyne. Aujourd'hui, nous rencontrons Jonathan qui va nous aider à choisir un bon sapin de Noël, un sapin écologique. Bonjour Chloé, Evelyne et Alexandre. Bonjour Jonathan. Chaque année en France, c'est près de 6 millions de sapins qui sont vendus et qui vont passer les fêtes de fin d'année dans votre salon. Pour avoir un Noël écologique, on va voir ensemble comment choisir le bon sapin naturel. Vous me suivez? Oui. Pour les fêtes de Noël, on peut trouver dans le commerce des sapins de Noël naturels, mais aussi artificiels. Alors on a tendance à penser que le sapin artificiel est plus écologique que le sapin naturel parce qu'on peut le réutiliser pendant plusieurs années et il restera vert. Alors c'est tout le contraire, ce sapin de Noël est composé uniquement de produits dérivés du pétrole, donc toxiques. Et en plus de ça, il va dégager dans votre salon des composés organiques volatiles qui vont polluer l'air intérieur de la maison. Mais du coup, si je le garde plusieurs années, ça va compenser son impact écologique? Pour qu'il soit aussi écologique qu'un sapin naturel, il faudrait que tu le conserves pendant 20 ans. Mais des études montrent qu'on le conserve seulement 3 ans. Donc la meilleure option, c'est le sapin naturel, puisqu'il va capter le dioxyde de carbone et le transformer en oxygène. Et il est plus beau. Évidemment. Il existe principalement dans le commerce 2 variétés de sapins que l'on peut acheter. La première variété, qui est odorant, qui est la moins coûteuse, c'est l'épicéa. L'épicéa qui a le désavantage de perdre très rapidement ses aiguilles. La deuxième variété que je vous conseille, qui est plus coûteuse, c'est le Norman. Le Norman qu'on peut reconnaître parce qu'il est dense et qu'il n'est pas du tout odorant. Et celui-là, il va bien résister à la chaleur et passer les fêtes de Noël tranquillement. Comment on se repère sur le gage de qualité? Pour savoir que votre sapin est durable, en tout cas pour se l'assurer, il y a 2 critères. Le premier, c'est qu'il soit cultivé en France. Le second critère, on a le label agriculture biologique, le label AB, le label rouge et enfin la certification plante bleue. L'option la plus durable pour les fêtes de Noël, c'est celle d'acheter un sapin en pot. Comme ça, on va pouvoir lui donner une seconde vie et recycler son sapin pour les prochaines fêtes de Noël. Alors la première alternative, ça va être de passer par un service de location de sapin. Donc l'entreprise va venir vous livrer le sapin et après les fêtes de Noël, vous pourrez le rendre pour que l'entreprise puisse replanter ce sapin. Si vous avez un jardin, vous allez tout simplement faire attention à votre sapin pendant les fêtes de Noël, donc l'éloigner des sources de chaleur et l'arroser, l'entretenir comme une plante. Et vous pourrez ensuite, après les fêtes de Noël, le replanter. Vous avez plein d'astuces maintenant pour passer des fêtes de Noël écologiques. Merci Jonathan. On résume. Afin de passer un Noël écologique, optez pour un sapin naturel plutôt qu'un sapin artificiel. Vérifiez qu'il soit produit en France et dans des conditions écologiques. Pour cela, appuyez-vous sur les labels. Privilégiez un sapin en pot. Cela permettra de lui donner une seconde vie après les fêtes. Et voilà,
Vous avez toutes les astuces pour choisir un sapin respectueux de l'environnement et passer de bonnes fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez choisi votre sapin, les unes et les autres? Naturel, synthétique? Eh ben, pour la première fois, j'ai pas mis de sapin. Donc, oh là, il est encore temps. Moi, j'ai essayé de proposer un sapin en carton à mes enfants, mais ça n'a pas marché pour l'instant. Donc, ça m'intéresse beaucoup, le sapin en pot en location. Et Clarisse? Bah oui, j'ai appris qu'effectivement, donc synthétique, c'était moins écologique. Donc voilà, je vais me séparer de mon faux sapin. Que vous avez depuis combien de temps? Je dirais 8 ans. Ah ouais, va falloir encore attendre 12 ans. Ça va faire beaucoup. Aurélie, vous avez fait le sapin? Oui, mais je suis plutôt sapin original, sans épines au sol. Pas mal, c'est bien pour le ménage, ça, c'est pratique. On va s'intéresser avec vous à la rénovation de notre salon avec plein d'idées très astucieuses, une mise en ambiance, on va dire ça comme ça. Dites-nous. Tout à fait. Ce matin, je vous présente un projet, en effet, où on est dans une rénovation, du coup, une maison. Les clients viennent d'arriver, ils ont refait le sol avec, on voit les photos, un sol carrelage effet parquet. Ils vont avoir justement une cuisine équipée qu'ils ont choisie, qui est avec des façades noires, un plan de travail effet béton. Et cette cuisine est ouverte sur le reste de la pièce et ils souhaitent du conseil pour savoir quelle couleur choisir. Alors, expliquez-nous d'abord le contexte, avant qu'on parle justement des conseils que vous leur avez apportés. Alors, le contexte, du coup, là, ils hésitent sur les couleurs. Ils ont envie d'avoir un intérieur plutôt à dominante blanche. Et ils ont vu, voilà, sur des sources d'inspiration, des projets avec des couleurs un peu plus foncées. Mais on hésite toujours si on met sur un mur, plusieurs murs, ce que ça va donner au niveau de la luminosité. Donc, ils ont besoin de se projeter. Et justement, on va voir par rapport à la sélection de mobilier qu'ils ont déjà ou qu'ils souhaitent avoir, qu'ils ont déjà regardé. Parce que vous faites avec l'existant. Voilà. Enfin, la base, en tout cas, avec l'existant. Comment ça peut s'intégrer? Donc, on a travaillé justement sur une planche tendance. On voit, du coup, ils avaient sélectionné un canapé tissu gris, pied bois. Ils souhaitaient un fauteuil en osier. Et puis, une belle bibliothèque qu'ils ont repérée. Là, on les oriente vers une teinte plutôt noire pour que ça ressorte bien et que ce soit plus marqué sur un fond clair. Pour plus de contraste. Ouais. Et puis après, on a fait une petite sélection d'appliques, suspensions en métal pour que ce soit coordonné. On retrouve une suspension que j'aime bien où on a une plante grasse d'intégrer dedans. C'est assez sympa, c'est original. À quand la suspension sapin? Ça sera peut-être un petit peu lourd. Un petit peu lourd, peut-être. Et puis ensuite sur les couleurs, alors on a choisi du coup un gris Hanois et un gris Vilnius, on est dans des teintes de gris et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on les a positionnés dans leur intérieur. Alors est-ce qu'on peut découvrir le projet en 3D? Alors on va voir le projet déjà vu du dessus. Vous voyez l'entrée à gauche, la cuisine du coup qui est ouverte avec un îlot qui donne sur l'espace salle à manger. Et ensuite, le salon. On a intégré la bibliothèque. Donc là, au niveau de l'aménagement, c'était assez orienté, je veux dire, puisqu'ils avaient déjà prévu les prises électriques. Et puis, petit focus là sur l'aménagement autour de la télé. Ils voulaient un bureau. Et on est venu mettre une petite bulle, un vaisseau spatial. Alors, pourquoi? Pour nos petites bêtes. Parce qu'ils ont quel animal? Ils ont un chat, voilà. Ils ont un chat qu'ils aiment bien. Et c'est vrai que quand on a des animaux, notamment les chats, il faut leur trouver de la place. Parce qu'il y a la litière, ils ont quelques accessoires, quelques jeux. On n'a pas envie qu'ils s'attaquent au nouveau canapé. Non, pas trop, non. Donc, du coup, voilà. Donc là, on a fait pour eux une petite sélection d'idées. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui existent. Vous pouvez trouver alors des choses assez design, assez modernes. Et là, on a mis en avant la bulle, c'est le vaisseau spatial où le chat rentre dedans, il peut se loger, se reposer et voir en hauteur toute la pièce. Et voilà, c'est un aspect un peu déco, c'est un peu plus original que les arbres à chat qu'on a l'habitude de voir. Et donc voilà, deux petites suggestions, des choses qu'on peut retrouver sur Internet et puis des choses à faire soi-même. Moi j'adore le petit hamac au milieu, là, le chat bien étalé. Vous choisiriez quoi, vous, dans les accessoires là? Ah, la bulle spatiale, moi ça me donne envie de me lever là-dedans. Avec le chat. Quel risque vous allez retrouver Karine dans la bulle là-bas. Ils ont aimé, les clients, cette proposition-là?
Oui, ça leur a plu, ça leur a aidé. Non, sur les accessoires déco pour les chats, je ne sais pas ce qu'ils vont choisir. Ils regardent, à mon avis, ils vont faire leur sélection pour Noël. Peut-être que c'est le chat qui va choisir au final. Mais non, c'est vrai qu'ils sont surpris aussi de voir que on peut aussi prévoir des choses pour les animaux qui soient sympas, qui soient design, que ça s'intègre bien. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits qui se font, donc c'est ça aussi qui est original et il faut oser mettre les accessoires de jeu pour chat en déco dans son intérieur. C'est assez rigolo. Est-ce que vous en avez fait une petite vidéo? Oui, il y a Alors on va regarder tout de suite ce que ça donne en simulation. Le projet 3D, faire une petite visite où là vous retrouvez du coup la cuisine, donc on disait avec façade noire, on voit sur pan de mur assez clair, un petit pêle-mêle de cadres assez sympa, la bibliothèque du coup qui ressort bien, là on voit bien, les suspensions appliques métal, et puis ensuite le coin bureau, des placards sous l'escalier. Et puis, alors là, on ne l'a pas vu dans la 3D, la petite bulle pour le chat, on ne le voit pas. On est très déçus, on ne voit pas le chat lové dans on voit pas le chat dedans. Spatial. Bon, en tout cas, ça a l'air très sympa comme proposition. C'est sûr que là, il devrait être assez séduit quand même. Le chat surtout. Il a son cadeau de Noël, le chat, la prochaine fois. C'est bien qu'on habite chez les chats de toute façon. Ah bah de toute façon, oui. C'est leur maison. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Justement, puisqu'on parle de chat, on va en retrouver un autre en compagnie de Billy, puisqu'il nous emmène à la SPA de Rennes avec un chat justement qui aimerait bien avoir une petite bulle spatiale dans un intérieur douillet. Allez Billy. Bonjour Jennifer. Bonjour Billy. Tu vas bien? Oui, tu es en pleine forme. J'ai la grande patate aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer. Voilà pourquoi j'ai de l'énergie à revendre. Ça se voit. Alors, nous sommes là ce matin avec ce petit Findus. Oui, c'est petit Findus qui a 6 ans. 6 ans. Ouais, c'est un amour de gros chat d'amour. C'est ça, voilà. Alors là, c'est le petit chat pépère. C'est le premier chat qui vient nous accueillir dans les communautés quand on arrive le matin. Voilà, Okay. plein de câlins. Voilà, on voit qu'il n'est pas du tout stressé de sortir de son environnement. C'est ça, je crois qu'il a l'habitude. Il a dû connaître déjà la maison, lui. Hein. Oui, clairement. C'est un petit chat qui est arrivé de la fourrière, donc qui n'a pas été malheureusement réclamé par ses propriétaires. Et pourtant, voilà, c'est sûr que c'est un chat qui a déjà appartenu à quelqu'un, qui est très câlin, qui est vraiment un amour. Ça se trouve, il est à quelqu'un et quelqu'un ne sait pas qu'il est là. Malheureusement, il n'était pas identifié, donc... Alors, si on le voit à la télévision et que vous reconnaissez votre petit chat, on peut venir ici au refuge de la SPA de Rennes. Bien sûr, puis on rappelle aussi l'importance de l'identification c'est ce que par la j'allais même dire, occasion. parce que du coup, il n'avait pas de petite puce. Exactement. Et voilà, grosse erreur. Alors ce petit chat, c'était Findus ce matin ici. Il est là, puis si vous le reconnaissez, venez le voir ici. Allez, à bientôt. Il vous donnera beaucoup d'amour. À bientôt. Yes. Voilà, Findus vous attend. Il a un joli nom, c'est assez original. Allez, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous toutes d'avoir été avec nous. Et un grand merci particulier à Clarisse Lavanant, dont je vous rappelle l'album de Kérouz à Ouessant, 11e album à mettre sous le sapin, ou sous la suspension à côté du chat. Merci. Vous avez des concerts à annoncer, Clarisse, prochainement? Oui, le prochain au Family à Landerneau avec mon groupe. Et puis le 7 mars, sur la nuit de la Bretagne à la Défense Arena, où on sera à Paris, plein. donc. Ça sera une belle fête de 4 heures. Ouais, ça sera un tout petit peu moins intime. C'est ça, un petit peu moins intimiste. Mais ce sera très convivial, forcément. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés ce matin. Merci à toutes. N'oubliez pas de vous inscrire sur la plateforme. Sortir au tour, ne pas louper. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h45. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Itinéraire Bretagne, proposée par Gilles Le Morvan autour des marées noires. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au naufrage de l'Amoco. Voilà, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. À demain, Kenavo.